Bienvenue pour cette nouvelle édition du Journal d'un agrologue où nous recevons pour la deuxième fois le docteur Anthony Fardet, chargé de recherche en alimentation préventive et holistique. Bonjour Anthony. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je rappelle que tu as sorti deux ouvrages, dont un premier en 2017 qui s'appelle Halte aux aliments ultra transformés, mange en vrai, et un deuxième ouvrage en 2021, Pourquoi tout compliqué, bien manger et si simple. Alors lorsque nous avions fait notre première interview, tu étais sur le point de sortir ce deuxième ouvrage, Oui, donc intitulé Pourquoi tout compliqué, bien manger et si simple. Est-ce que tu pourrais nous dire dans les grandes lignes les axiomatiques que tu as développées dans ce livre? oui alors en fait j'ai voulu écrire ce second livre pour essayer de montrer aux gens en fait, que bien manger pour soi et la planète était en réalité très simple, pourvu qu'on adopte une approche holistique, c'est-à-dire globale. Holistique vient du grec holos, qui veut dire entier, donc regarder un système dans sa complexité. Donc en fait, la première partie de ce bouquin, j'ai voulu expliquer pourquoi on en est rendu à un tel niveau de complexité pour le bien manger, et que si on adopte cette fois-ci une approche globale, les choses deviennent très simples et non contradictoires. Donc pour faire simple, pourquoi tout compliqué? En fait, on a tout compliqué en résumant l'aliment à une somme de nutriments, glucides, lipides, protéines, fibres, etc. C'est ce qu'on appelle l'approche réductionniste nutricentrée. Pourquoi réductionniste? Parce qu'on réduit l'aliment à des nutriments, comme si l'aliment n'était qu'une somme de nutriments. Et donc on raisonne par nutriments dans les recommandations alimentaires, quand on choisit ses aliments avec le Nutri-Score. Quand on veut faire du marketing alimentaire, on dit aliments enrichis en minéraux, fibres, vitamines, allégés en sucre, sel et gras. Donc on communique sur les nutriments, mais en fait c'est une approche erronée pour la santé, parce qu'un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement. Ça n'a pas de sens, il n'y a que le lait maternel qui est équilibré nutritionnellement. C'est pour ça qu'on dit aux gens de manger varié. C'est bien parce que tous les aliments sont déséquilibrés. Donc si on adopte une approche holistique, c'est-à-dire qu'on regarde l'aliment dans sa globalité et sa complexité, on se rend compte non, qu'un aliment sain, c'est tout simplement l'aliment le moins transformé possible pour être à la fois bon, comestible et sûr. Donc on voit que les choses sont assez simples et qu'il faut choisir des vrais aliments et ne pas prendre des aliments ultra transformés qui sont justement des faux aliments, et dont, je dirais, le paradigme qui sous-tend l'ultra transformation, c'est de réduire l'aliment à une somme de nutriments, ce qui a amené à totalement fractionner les aliments, les craquer comme le pétrole, pour en isoler les briques élémentaires, qu'on va ensuite recombiner entre elles avec de nombreux agents cosmétiques, des additifs, des arômes, des marqueurs d'ultra-transformation, pour faire ce qu'on appelle des aliments ultra-transformés, mais qui sont même des fois des nouveaux aliments qui n'existent plus dans la nature. Donc c'est pour ça que je parle d'aliments virtuels ou faux aliments. Donc à force de raisonner seulement sur les nutriments, on finit par se déconnecter de l'aliment au point de créer des aliments virtuels. Donc on a tout compliqué en raisonnant par nutriments, et les gens essayent de protéger leur santé en raisonnant par des nutriments. Donc par exemple, si on voit tous les régimes que les gens utilisent, c'est souvent basé sur un nutriment. Par exemple, le régime hyperprotéiné, c'est les protéines. Le régime allégé en gras, sucre, sel. Le régime cétogène qui est basé sur le gras. Les régimes à faible index glycémique qui sont basés sur l'index glycémique, donc plutôt les glucides. Et j'en passe. Donc ces régimes ne permettront en aucun cas de prévenir les maladies chroniques. Et donc si on adopte, je terminerai là-dessus, une approche plus globale, c'est la deuxième partie de l'ouvrage, c'est-à-dire holistique. Donc on arrive à deux concepts qui sont fondamentaux et qui sont très simples. C'est que donc l'aliment sain est le moins transformé possible. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un régime alimentaire sain et durable, une alimentation saine et durable? C'est ce qu'on a défini par le concept des 3 V, qui a 10 ans, qu'on a défini en 2013, qui veut dire vrai, végétal, varié. Et vous voyez que là, on ne parle pas de nutriments, mais d'une approche plutôt qualitative que quantitative. Et donc, pour bien manger pour soi et la planète, c'est très simple. Il faut manger vrai, c'est-à-dire réduire les faux aliments ultra transformés, végétaliser l'assiette en réduisant les produits animaux pour aller vers des produits animaux de meilleure qualité, donc c'est du flexitarisme, et enfin varier, et puis si possible bio-local et de saison. Donc vous voyez que bien manger tient en 2 lettres pratiquement, ça tient sur un timbre-poste, et cette règle est non contradictoire et validée de plus en plus par la science, puisque depuis 10 ans qu'on l'a élaborée, aucun résultat scientifique n'a contredit ces 3 règles, qui sont en fait tout simplement des dimensions qu'on peut qualifier de génériques, c'est-à-dire applicables sur toute la planète, interconnectées, et qui gouvernent la relation alimentation-santé. Donc voilà en résumé le contenu de ce second ouvrage, où on a voulu
En fait, on a voulu réduire le fossé qu'il y avait entre les sachants et les non-sachants. Parce que quand on raisonne par nutriments, ça crée des spécialistes pour chacun des nutriments. Et ça crée un fossé, ça crée de la confusion déjà, on l'a dit. Mais un fossé, parce qu'il y a les sachants qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc en fait, c'est pas normal que pour bien manger, on ait besoin de sachants. Donc avec la règle des 3V, on a voulu que tout le monde puisse se réapproprier son alimentation sans avoir besoin de faire d'études, parce que bien manger, c'est comme bien compter, bien lire, bien écrire. Et avec la règle des 3V, tout le monde au quotidien peut facilement bien manger. Il suffit juste de se demander, est-ce que je réduis l'ultra transformé, est-ce que je végétalise un peu plus et est-ce que je varie un peu plus. D'accord, très bien. Et donc, comme tu le disais, c'est vraiment une sorte de vulgarisation, Oui. cet ouvrage, vraiment pour le grand public. C'est ça. Et comment est-ce que, bon, justement, d'un côté, le grand public a reçu cet ouvrage, et bien sûr, de l'autre côté, comment est-ce que tes pairs dans ton domaine de recherche ont reçu cet ouvrage? L'ouvrage a été bien reçu. Le premier ouvrage en 2017 a vraiment très bien marché, donc il a été un best-seller dans sa catégorie. Le deuxième ouvrage a aussi, ça fait seulement 1 an et demi qu'il est paru, mais il marche bien aussi. Alors, comment les pairs ont reçu? Alors, en fait, je pense que les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire que lors de mon premier ouvrage en 2017, c'était vraiment un pavé dans la mare, parce que je prônais, sur des bases scientifiques bien sûr, de sortir de l'approche nutriment, tout nutriment. Et j'aime bien dire, on ne savait plus à quel nutriment de l'aliment se vouer. Parce qu'on ne peut pas raisonner en nutriments pour protéger la planète et notre santé. Il faut avoir une approche holistique et qualitative. Donc au début, ça a été compliqué parce que l'industrie agroalimentaire adore raisonner par nutriments, parce que c'est très rentable. On te vend un aliment en disant qu'il est source de calcium, mais on oublie de regarder l'ensemble. Et l'ensemble est ultra transformé, c'est de la chimie comestible. Donc source de calcium, ça ne veut rien dire. On te vend des céréales du petit déjeuner pour enfants qui sont ultra transformées, des bombes de sucre en mettant blé complet ou enrichi en minéraux, fibres et vitamines. Donc on attire l'attention de la personne sur un nutriment pour vendre l'ensemble. Mais c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Un nutriment n'est pas protecteur en tant que tel. Tout dépend de l'ensemble. C'est l'ensemble qui va le rendre protecteur ou pas. Ensuite, dans le milieu académique très réductionniste, où l'approche par nutriment est dominante, voire des fois un peu dogmatique, c'est-à-dire qu'elle exclut toute autre forme d'approche, évidemment, j'ai été beaucoup critiqué parce que je dis il faut sortir du tout nutriment. Et puis, évidemment, la règle des 3V, qui est une règle empirique et holistique, ce n'est pas la démarche privilégiée en sciences. Pourtant, c'est une démarche très importante, ce qu'on appelle l'approche empirico-inductive. Donc, j'ai été soumis à beaucoup de critiques parce que les gens ne comprenaient mal cette approche. Et puis, si vous voulez, tout le pouvoir, tout le pouvoir académique et financier, donc académique, c'est la recherche publique, et financier, c'est les industries agroalimentaires, les grandes multinationales, résonnent par nutriments. Parce que c'est comme ça, c'est notre société réductionniste, on a été éduqué comme ça, et puis pour l'industrie, c'est très rentable. Parce que leur dire qu'un aliment sain est un aliment équilibré nutritionnellement, ils reformulent, un jour ils enlèvent un peu de sucre, ils remplacent par des marqueurs d'ultra-transformation, mais sans changer le tout, l'ensemble. Par contre, quand on dit qu'un aliment sain est le moins transformé possible, ça change tout, parce que c'est pas reformuler l'aliment, c'est le faire moins transformé, et dans sa globalité, j'ai pas peur de parler de respecter l'aliment. C'est-à-dire lui garder en fait ce qu'on appelle la matrice alimentaire, c'est-à-dire la structure de l'aliment, respecter cette structure, parce que c'est cette structure qui protège la santé. Donc pour terminer et répondre à votre question, les choses sont en train de changer. On voit que l'approche holistique est en train de reprendre sa place. Je l'ai beaucoup portée depuis maintenant 12 ans. Donc les gens commencent à y être de plus en plus sensibles. Il y a des signaux faibles qui montrent que même dans le milieu académique, c'est en train de changer. Après, dans le milieu industriel, notamment les grandes multinationales, ça va être plus compliqué parce que beaucoup maintenant soutiennent le Nutri-Score parce qu'ils ont vite compris que ça ne remettait pas en cause l'aliment dans son ensemble. Il suffisait juste de l'alléger, d'enlever de la poudre de perlimpinpin et d'en rajouter. Donc, si vous diminuez le gras, il faut bien le remplacer par quelque chose, et c'est souvent par des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, finalement, l'aliment, au final, peut même être encore plus ultra-transformé, pourtant avec un meilleur Nutri-Score. Donc cette approche ne les dérange pas du tout, et ils ont compris comment ils pouvaient même l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que maintenant on voit de la chimie comestible qui est notée Nutri-Score A ou B. Et on voit des aliments ultra transformés dans une même catégorie qui sont mieux notés que les vrais aliments. Par exemple, des fromages industriels Nutri-Score C qui contiennent 10 marqueurs d'ultra transformation qui sont de la chimie comestible et qui sont mieux notés que des vrais fromages traditionnels qui sont pourtant bien meilleurs pour la santé. Donc voilà un petit peu les enjeux.
Et l'enjeu de fond est vraiment de reporter cette approche holistique scientifique en complément de l'approche réductionniste. Les deux doivent coexister. Mais là est tout l'enjeu, en fait. Le fond du problème, il est vraiment là. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, d'abord, ça crée moins de sachants. Puis il y a des gens qui aiment bien s'accrocher à leur pouvoir académique. Et puis aussi, c'est pas rentable parce que, si vous voulez, la règle des 3 V, vrai, végétal, varié, il y a beaucoup moins d'argent à se faire qu'en trafiquant les aliments, en vendant des sodas 0%, des sodas qui ont du sucre. Et donc, c'est beaucoup moins rentable. Donc, forcément, c'est difficile de mettre en avant tous ces travaux, quoi, pour certaines personnes. Et oui, parce que tu parlais du Nutri-Score et il me semble que tu militais pour une nouvelle grille d'évaluation justement des aliments par rapport à leur ultra-transformation en fonction du degré. Oui. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Alors, oui, effectivement. Donc, en 2017, la start-up SIGA a été créée. Moi, je suis là depuis le début dans le comité scientifique. Alors, SIGA est en phase de transition, est en stand-by. L'application ne marche plus, je n'ai pas le temps d'expliquer. C'est un peu de la cuisine interne. J'espère que SIGA pourra renaître de ses cendres dans les mois à venir. En tout cas, oui, on a développé le score SIGA qui combine à la fois le degré de transformation des aliments et l'ajout de sel, sucre et gras. Donc on a voulu combiner une approche degré de transformation et nutrition, parce qu'on pense que les deux approches sont importantes, et tous les critères qui ont été utilisés pour créer ce score holistique ont été validés scientifiquement. Donc pour faire simple, on prend d'abord en compte donc, la transformation, c'est-à-dire les aliments non transformés, peu transformés, transformés et ultra transformés. Et ensuite on a créé des sous-groupes, donc c'est un arbre de décision. Donc on a, par exemple dans les transformés, on a pris en compte des seuils pour l'ajout de sel, sucre et gras, parce qu'on sait scientifiquement qu'il ne faut pas non plus ajouter trop de sel, sucre et gras. Et dans les ultra-transformés, on a fait des distinctions en fonction du nombre de marqueurs d'ultra-transformation, ce qui est logique parce que, je vais juste prendre un exemple, si vous prenez juste une confiture avec une pectine de pomme qui est un marqueur d'ultra-transformation, c'est quand même pas la même chose qu'un aliment virtuel qui est que de la chimie comestible, comme des steaks végétaux, où vous avez une recombinaison de 15 marqueurs d'ultra-transformation. Donc on ne peut pas les mettre au même niveau, c'est pour ça qu'on a voulu aller dans la nuance. Et donc ce score a donné lieu à 4 publications scientifiques, donc il est accessible par tout le monde. Mais malheureusement, l'application aujourd'hui est en stand-by et on ne sait pas quand est-ce qu'elle reprendra. En tout cas, on a eu le mérite d'être pionnier, de soutenir le sujet de l'ultra-transformation pour les consommateurs, de sensibiliser les gens et de faire bouger les lignes. C'est surtout ça qui était important parce que maintenant, le sujet de l'ultra-transformation est vraiment présent dans la société française à tous les niveaux. Mais le plus difficile, ça va être de toucher sans doute les gens souvent les plus défavorisés qui en consomment le plus et qui n'ont pas le temps forcément de se sensibiliser à ces choses-là. Donc tout l'enjeu, il est surtout là. D'accord. Et tu soulignais aussi lors de notre dernière interview l'importance de l'éducation et plus particulièrement des plus jeunes. Il me semble que tu avais un projet dans ce sens. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, alors merci pour cette question parce que là, je rentre dans une 3e phase de ma carrière de chercheur où je m'oriente de plus en plus maintenant vers la sensibilisation des plus jeunes à l'alimentation saine et durable. Et ce qu'on appelle la recherche participative, la recherche collaborative ou la recherche-action. Je m'explique. Donc, on a démarré un gros projet européen en septembre 2022 qui va durer 4 ans, qui implique 24 partenaires européens, évidemment des universités, des instituts de recherche, des think tanks, des associations, donc des acteurs très différents. Et la question scientifique de ce projet européen, c'est aller vers des comportements alimentaires sains et durables, c'est-à-dire comment identifier les verrous, les leviers, notamment les verrous qui empêchent d'aller vers des comportements alimentaires sains et durables, avec une ambition assez élevée, on ne sait pas si on y arrivera, mais de réduire les prévalences de maladies chroniques au niveau européen, pour les 750 millions d'habitants, et de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre par l'alimentation, parce que l'alimentation contribue quand même, en gros, à la louche, à 1/3 des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc voilà l'objectif, et donc on va passer par les comportements alimentaires. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on a créé 9 laboratoires vivants dans 9 pays européens. Alors un laboratoire vivant, c'est quoi? C'est une nouvelle méthodologie de recherche qui émerge de plus en plus au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on pose une question scientifique, mais au lieu de la résoudre en laboratoire, on va les résoudre en conditions réelles de vie. Donc là, on pose une question scientifique, les comportements alimentaires. Donc nous, on travaille en France sur les 6-15 ans. Et donc,
Pourquoi c'est un laboratoire vivant? Parce qu'on va étudier les enfants d'abord en conditions réelles de vie, sans intervenir. On observe comme des fourmis dans une fourmilière. Et on va travailler avec tous les partenaires, ce qu'on appelle des parties prenantes, qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, à différentes échelles, à améliorer ces comportements. Donc, c'est 9 laboratoires vivants en Europe. Il y en a en Pologne, en Espagne, en Italie, en Irlande, en Irlande, en France, en Allemagne, en Grèce, etc. On a tous choisi une population différente à étudier pour les comportements alimentaires, mais qui ont tous un point commun, c'est que ce sont des populations qui ne sont pas 100% autonomes dans leur choix alimentaire. Donc, elles sont à risque alimentaire. Donc, nous, les 6-15 ans, évidemment, ils ne sont pas autonomes puisqu'ils dépendent de la restauration collective, du choix des parents. Il y a la pression du marketing publicitaire qui est très fort. Ensuite, il y en a qui ont choisi les personnes âgées dépendantes, qui ne sont forcément pas à 100% libres, puisque, par exemple, si elles sont en EHPAD, elles n'ont pas le contrôle de ce qu'on leur donne. Il y en a qui ont choisi les familles les familles monoparentales avec des mamans avec des enfants, qui n'ont pas souvent beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas facile de faire des bons choix. Donc, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance à acheter beaucoup ultra transformés. Il y en a qui ont choisi les 0-3 ans, d'autres les jeunes adultes, et puis enfin les étudiants pour l'université de Dublin, parce qu'en fait, quand on est étudiant, c'est une période de transition, on n'a pas beaucoup d'argent. On quitte souvent le foyer familial. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, pareil, on va vers les fast-foods, la malbouffe, l'ultra-transformation. Et d'ailleurs, on observe en France une paupérisation. L'info a été donnée il n'y a pas longtemps dans les médias, une vraie paupérisation de la population étudiante en France. Donc voilà, dresser un peu le tableau. Donc pour revenir, nous, sur notre Living Lab Auvergnat, laboratoire vivant. Donc depuis un an, on réunit des parties prenantes. Dans un laboratoire vivant, vous avez 6 types de parties prenantes. Vous avez les chercheurs, les professionnels de la santé, les professionnels de l'éducation, les politiques, la société civile et les associations, le monde associatif, les citoyens, et enfin les acteurs de la chaîne agroalimentaire, qui sont 5, les producteurs, agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, les transformateurs, donc les industries agroalimentaires, la distribution alimentaire, donc les GMS, grandes et moyennes surfaces. Ensuite, ce qu'on appelle les food services, c'est-à-dire tout ce qui est Sodexo, Sogeres, Elior, tous les services. Ça peut même être les cuisines centrales pour la restauration scolaire publique, c'est-à-dire ils offrent un service directement aux enfants. Et enfin, en bout de chaîne, les restaurants. Donc on réunit ces acteurs et le but, c'est, donc on est rendu à une 40aine d'acteurs. Le but, c'est de travailler avec ces gens-là de manière horizontale. Le chercheur n'est plus au centre et chacun d'être gagnant-gagnant, de créer une synergie pour que chacun, en fonction de ses intérêts, mais partagés avec tout le monde, puisse travailler à améliorer le comportement alimentaire des enfants. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, un industriel peut travailler à faire des produits de meilleure qualité pour les enfants. Un producteur peut s'interroger s'il ne peut pas développer des circuits courts pour alimenter en produits frais les écoles. Un politique peut travailler et peut-être refuser l'implantation d'un fast-food auprès des collèges ou des lycées, parce que souvent ils s'installent auprès des collèges et des lycées, parce que les enfants, les élèves, s'ils n'aiment pas la qualité de la restauration scolaire, ils préfèrent sortir dehors avec leur argent de poche et aller dans les fast-foods que vous connaissez. Donc il peut jouer ce rôle-là, par exemple, etc., etc. Donc on a 7 écoles, 200 enfants. Donc pour l'instant, on est très exploratoire. Et puis l'objectif, c'est que si on arrive à des résultats concrets pour améliorer les comportements alimentaires, avec différents outils, des boîtes à outils, des jeux, des animations, la règle des 3V, classer les aliments selon le degré de transformation, des animations alimentaires, des groupes de travail avec les parties prenantes. Voilà, si on arrive à des solutions efficaces, l'objectif, ce sera de les porter dans d'autres écoles. Pourquoi pas à d'autres populations, c'est-à-dire pas seulement les enfants en France, et puis dans d'autres programmes alimentaires territoriaux, parce que notre projet est soutenu par le programme alimentaire territorial du Grand Clermont, Parc national régional Livradois-Forez. Donc parce que l'idée, évidemment, c'est pas de fermer boutique dans 4 ans, mais c'est que notre projet puisse être pérenne dans le temps et de créer une espèce de synergie, d'impulsion pour que les choses changent durablement. Voilà. Et à long terme, effectivement, c'est plutôt en sensibilisant, en éduquant les plus jeunes qu'on va vraiment pouvoir changer les choses durablement, même si quand même les politiques, les décideurs, ce que j'appelle par le haut, peuvent aussi jouer des rôles non négligeables, comme par exemple interdire les publicités
alimentaires ultra transformés à destination des enfants. Puisque je rappelle pour nos auditeurs que près de 90% des publicités alimentaires à destination des enfants à la télé et même sur les autres médias, ce sont des aliments ultra transformés. Donc le politique peut là jouer un rôle. Donc voilà en gros notre projet. Donc on est au démarrage et il nous reste un peu plus de 3 ans pour travailler la question scientifique de fond qui est les comportements alimentaires. C'est tout pour cette édition du Journal d'un agrologue. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre interview du docteur Anthony Fardet. À très bientôt.